Pour vous mettre en contexte, j'ai ressorti deux citations et quelques exemples qui introduisent bien la dichotomie de qu'est-ce qui se passe présentement en Afrique du Sud. Par la suite, je vais comparer la situation de la xénophobie un peu par rapport à la tendance mondiale pour ensuite vous montrer les effets de l'apartheid dans l'instrumentalisation de la haine contre l'autre. Et finalement, je vais faire un retour sur la gestion politique et juridique de l'État sud-africain sur les étrangers. Il faut juste comprendre que la xénophobie en Afrique du Sud, c'est un phénomène très complexe, donc je vais juste faire un aperçu général. Donc, la première citation, c'est de Kwame Nkrumah, donc fameux promoteur du panafricanisme, qui dit que tant de bénédictions découlent de notre unité, tant de désastres devront faire suite à notre désunion. L'heure de l'histoire qui nous a amenés à cette assemblée est une heure révolutionnaire. C'est l'heure de la décision. Les masses de l'Afrique pleurent pour leur unité. Et la deuxième citation, c'est nous prenons l'engagement de bâtir une société dans laquelle tous les Sud-Africains, blancs ou noirs, pourront marcher la tête haute. Une nation arc-en-ciel, en paix avec elle-même et avec le monde. Donc, ça, c'est une citation de Nelson Mandela après son discours d'investiture le 27 avril 1994. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on passe de ce type de message de solidarité africaine, d'une nation post-raciale à laquelle on essaie de briser les barrières de la ségrégation raciale avec toutes les valeurs d'humanité, et qu'on passe à une situation où, pas plus tard qu'en août 2019, une jeune femme de nationalité zimbabwéenne a été dans un hôpital à Gauteng, dans une région de l'Afrique du Sud, parce qu'elle était sur le point d'accoucher. Et lorsqu'elle est arrivée sur place, l'infirmière lui a dit « Désolée, ici, on n'est pas au Zimbabwe, donc retournez chez vous ». Donc, on lui a refusé le prêt d'un lit, donc elle a dû accoucher debout, ce qui a fait en sorte que son bébé est tombé par terre et il est mort. Pas plus tard non plus qu'en septembre 2018, il y a eu des manifestations xénophobes dans lesquelles il y a eu une quinzaine de morts. Il y a eu encore une fois plusieurs magasins et propriétés qui ont été brûlés. Et dans ce type de discours, de messages, on entendait souvent que les étrangers nous volent nos emplois, nous volent nos femmes. Il y a une augmentation de la criminalité, donc on les veut hors de l'Afrique du Sud. Les manifestations xénophobes de septembre 2019 font aussi écho à celles de 2008 et 2015, dans laquelle aussi il y a eu plusieurs morts, des milliers de déplacés, des propriétés brûlées, des magasins saccagés. Donc, ce qui explique maintenant que beaucoup de non-ressortissants étrangers demandent d'être rapatriés vers leur terre natale parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité en Afrique du Sud. Donc, il est possible de constater qu'il y a une certaine friction, une tension palpable en Afrique du Sud et on sent que beaucoup de Sud-Africains déchargent leur colère, leur frustration du fait de ne pas avoir d'emploi ou encore les promesses électorales de 1994 d'une société post-raciale où les choses vont s'améliorer et qu'on les décharge justement sur les non-ressortissants parce que on considère que ceux-ci sont la raison de leurs maux quotidiens. Donc maintenant, si je prends le contexte de la xénophobie en Afrique du Sud et que je le remets sur la scène internationale, pour beaucoup de spécialistes de la question, la mobilité humaine n'a jamais été aussi élevée que présentement. Et le paradoxe de notre époque réside dans le fait que les gouvernements sont mal outillés afin de contrôler et gérer de manière constructive les flux migratoires. Donc, face justement à l'augmentation de la mobilité humaine, donc qu'elle soit légale ou non, on voit qu'une montée du populisme, un retour au nationalisme ou encore des partis d'extrême droite qui prônent le contrôle et la restriction de la venue des étrangers. Donc, les migrants, les réfugiés ou encore les gens en situation irrégulière sont souvent la cible de rhétorique xénophobe parce que ces partis essaient justement de galvaniser une partie de leur population qui, eux aussi, souhaitent un resserrement, voire une fermeture complète des frontières. Donc, on assiste donc à un phénomène qui s'appelle la sécurisation de la migration. Donc, c'est une nouvelle gouvernance qui outrepasse les frontières et dans lequel le contrôle des populations étrangères est analysé sous l'angle de la gestion de risque. Donc, face à cela, on peut voir l'utilité, par exemple, du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordinaires et régulières, qui a été signé le 10 décembre 2018. Et c'est un pacte non contraignant et qui veut vraiment améliorer la relation entre les États d'accueil et les migrants. Donc, le Pacte mondial veut mettre la question du respect des droits humains au centre des politiques migratoires, en plus d'une coopération internationale et le respect de la primauté du droit. Donc, sinon, ce pacte vise aussi à documenter la migration, munir les migrants d'une pièce d'identité, combattre la traite de personnes, aider les migrants vulnérables, limiter au maximum la détention administrative, faciliter l'intégration des migrants et éliminer toute forme de discrimination. Donc, toutes choses que souvent les défenseurs des droits humains en Afrique du Sud vont aussi revendiquer.
Donc, moi, je considère que l'Afrique du Sud devient un choix intéressant concernant l'étude de la xénophobie parce que les effets positifs et négatifs de la migration sont souvent analysés sous le prisme de l'Occident, alors que souvent, les pays en voie de développement ou non occidentaux ont les mêmes problèmes, donc que ce soit une question d'intégration, l'état de providence, le taux de chômage élevé ou encore la xénophobie. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que lorsqu'il y a une augmentation de la mobilité humaine dans les pays non occidentaux ou en voie de développement, ben ça s'accompagne souvent d'une tension dans laquelle il s'explique une exclusion violente de ceux-ci, en plus d'une discrimination très variée. Donc, l'Afrique du Sud est souvent citée comme étant un des pays les plus xénophobes. Et la xénophobie, elle se manifeste de façon très violente, donc que ce soit par des assassinats, par des déplacés, par des propriétés brûlées ou encore par des discriminations socio-économiques. Et même si la xénophobie est un phénomène envahissant en Afrique du Sud et qui touche tous les constituants de la société, ce qu'on remarque, c'est qu'elle est très bien documentée, soit que ce soit par les médias, par les ONG, par les groupes communautaires ou encore dans le milieu académique. Ma problématique que j'essayais de relever dans ma recherche, c'était vraiment de voir quel est le rôle du gouvernement dans la mise en place d'un climat xénophobe en Afrique du Sud post-apartheid. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que vraiment, à travers la gestion politique et juridique de l'État post-apartheid, les étrangers, principalement d'origine africaine, sont relégués comme une nouvelle cible de danger à la stabilité du pays. Dès lors, en criminalisant leur simple présence, bien, les étrangers sont doublement surveillés, soit par l'État ou par la société civile. Donc, pour comprendre la xénophobie en Afrique du Sud, il y a 3 grandes théories qui tentent eux-mêmes de répondre à la question pourquoi et qui est ciblé par la xénophobie en Afrique du Sud. Et il y en a 3. Donc, il y a la théorie de l'isolationnisme, le bouc émissaire et les différences bioculturelles. Donc, la théorie de l'isolationnisme prend comme point de départ que lors de l'apartheid, donc l'appareil étatique de l'apartheid a été conçu afin que les Sud-Africains soient reclus des autres nations africaines. Donc, lorsqu'il y a eu l'ouverture des frontières, bien, il y a eu comme un peu un choc entre les Sud-Africains et les autres étrangers d'origine africaine. Sinon, il y a la théorie du bouc émissaire. Donc, elle interprète le phénomène de la xénophobie à travers des paramètres socio-économiques. Donc, c'est vraiment le fait qu'il y a un nombre limité de ressources telles que le logement, l'accès du soin de santé ou encore l'accès aux emplois complique la relation entre les Sud-Africains et les étrangers parce que pour beaucoup de Sud-Africains, bien, les privilèges devraient revenir avant tout aux Sud-Africains et non aux étrangers. Et finalement, il y a la théorie des différences bioculturelles. Donc, elle énonce que la xénophobie en Afrique du Sud se manifeste par la différenciation et à travers l'apparence physique. Donc, l'habillement, la présence d'un accent, la couleur de peau, les traits physiques, ce sont tous des marqueurs par lesquels les citoyens sont capables de distinguer les autres. Donc, ces 3 théories montrent bien la complexité du phénomène de la xénophobie parce que c'est pas nécessairement une problématique qui est reliée à un seul point d'origine, mais elle est très bien multifactorielle. Maintenant, dans une perspective plus historique, ce qu'il faut comprendre en Afrique du Sud, c'est que après l'apartheid, donc on va dire à peu près entre les années 1990 et 2000, l'Afrique du Sud devient soudainement une des destinations les plus populaires en Afrique du Sud comme terre d'accueil. Mais l'ouverture des frontières, c'est aussi accompagné d'un scepticisme. Parce qu'il faut comprendre qu'avant 1994, les politiques migratoires étaient souvent une façon de consolider la domination de la race blanche. Donc, tous les citoyens sud-africains noirs étaient considérés comme des résidents temporaires des cités, ce qu'on appelle des foreigners natives. D'ailleurs, tous les étrangers d'origine africaine, donc c'est souvent des gens qui venaient de la Mozambique ou du Zimbabwe qui travaillaient dans les compagnies de mineurs, eux aussi, ils étaient relégués à des travailleurs migrants temporaires parce que, justement, il était impossible pour ceux-ci de demander la citoyenneté. L'immigration formelle des Africains était interdite. Donc, après 1994, il y a réellement une difficulté du gouvernement sud-africain à mettre en place une politique migratoire qui prend en compte son nouveau rôle sur le plan régional et continental. Donc, petite anecdote, entre les années 1994 et 1999, on dit que le nombre d'individus déportés a été doublé, donc passant d'une moyenne à 90 000 à environ 180 000. Et on notait, par exemple, qu'en 1996, il y avait 26 000 personnes d'origine allemande ou encore de la Grande-Bretagne ou des États-Unis qui restaient plus longtemps que qu'est-ce que leur visa leur permettait. Or, l'année suivante, seulement 49 de ces individus ont été déportés. Donc, on voit que même après
l'apartheid, il y a un biais important dans la façon dont le gouvernement sud-africain traite les différents groupes d'étrangers sur son territoire. Donc, malgré la venue de nouvelles politiques migratoires, donc il y a eu the Immigration Act of 2002 et il y a eu la politique sur les réfugiés en 1998, ce qu'on constate, c'est que malgré les avancées sur le plan conventionnel et législatif, les droits des migrants sont constamment violés et ceci est dû et fait parce que la gestion de l'Afrique du Sud quant à ses propres politiques migratoires est souvent désorganisée, cacophonique, et ce pour de nombreuses raisons. Par exemple, on note souvent qu'il y a un sous-effectif important, il y a une désorganisation structurelle, il y a énormément de corruption, il y a beaucoup de xénophobie par les agents qui traitent les demandes, le fait qu'il y a beaucoup de branches locales qui approprient leurs propres lois, parce que souvent on entend dire que les directives des politiques migratoires ne sont pas claires et concises. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de partisanerie et il y a un mécanisme de contrôle peu effectif. Donc, même si l'Afrique du Sud essaie d'attirer des immigrants dits qualifiés, il reste que pour beaucoup de gens, c'est difficile de faire une demande pour avoir leur résidence permanente. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils essaient de passer à travers le mécanisme de demande d'asile, ce qui explique pourquoi l'Afrique du Sud est souvent citée comme étant un des pays avec le plus de demandes, le plus populaire pour les demandeurs d'asile, donc que ce soit après l'Allemagne ou les États-Unis. Et puisqu'il y a un engorgement dans les demandes pour l'asile, bien, l'Afrique du Sud est souvent citée comme étant un des pays avec le plus de demandes d'asile non traitées. Donc, pour essayer de remédier à ce problème, ils vont essayer d'avoir des politiques dites plus effectives, ce qui fait en sorte que souvent, on ne va pas porter une attention particulière sur les dossiers. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi il y a un taux de refus qui oscille entre 85 et 97 %. Et juste pour vous donner une idée, la moyenne mondiale gravite aux alentours de 65 %. Donc, même si l'Afrique du Sud est considérée comme ayant une des politiques sur les réfugiés les plus progressistes en Afrique, elle ne marche pas vraiment parce que clairement, si on refuse 85 à 97 %, c'est qu'on n'est pas capable de donner protection aux gens qui fuient la persécution. La xénophobie, c'est un phénomène social et qui touche tous les constituants de la société sud-africaine. Et cela, on peut le remarquer dans le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, les politiciens, les citoyens ou encore les policiers. Donc, par exemple, il a été dénoté dans un rapport que les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile se voient souvent refuser l'accès à des soins de santé dans des cliniques publiques en raison du fait qu'ils n'ont pas de carte d'identité. Il y a une discrimination au niveau scolaire, donc de l'intimidation de la part de la direction envers les enfants des non-nationaux. Il y a la discrimination envers les non-nationaux dans le logement public ou encore sur le marché du travail. Et il y en a même qui disent que les pratiques de corruption et de chantage sont tellement fréquentes que les non-ressortissants deviennent des machines distributives d'argent pour les policiers. Finalement, sur le rôle des politiciens, ce qu'on remarque, c'est que même s'il y a une xénophobie rampante, il y a toujours un déni ferme de la part du gouvernement d'admettre qu'il y a un problème sociétal. Surtout que dans de nombreux quartiers, l'accès à l'eau, l'électricité et les logements sont très rares. Donc, le pays en ce moment se débat avec un taux de chômage record de près de 29 %. Et on dit que depuis 1994, le nombre de personnes vivant avec moins d'$1 par jour a doublé, passant de 2 à 4 millions. Aussi, on dit qu'environ 10 % de la population sud-africaine possède 90 % de la richesse nationale et qu'en 2018, 60 % des Sud-Africains noirs vivaient dans la pauvreté contre 1 % pour les Blancs. Donc, on voit qu'il y a une disparité énorme et on voit aussi le rôle, par exemple, des leaders communautaires qui vont essayer de combler un vide politique et qui vont souvent se dire qu'ils sont défenseurs de la cité ou de la municipalité et qui, pour avoir plus de votes, vont toujours tout mettre sur le dos des migrants. Par exemple, il y avait un individu qui disait « Foreigners have long enjoyed freedoms in their countries. South Africa is the last country to receive freedom. Before I even begin to enjoy freedom, I am expected to share with foreigners. I'm still waiting for a house and a better job. » Donc, on voit vraiment qu'il y a une tension palpable et que beaucoup revendiquent justement un droit socio-économique ou encore un accès à une meilleure vie. Un autre constat, c'est qu'après les attaques xénophobes perpétuées en septembre 2019, le maire de Johannesburg, donc M. Mishaba, a justifié lors d'une entrevue que l'Afrique du Sud n'avait pas à s'excuser pour les actes commis envers les étrangers, qu'au contraire, le gouvernement sud-africain devrait s'excuser à sa population qui a un taux record de chômage important et qu'en raison qu'il est incapable de protéger
protéger, de contrôler ses frontières. Il y a beaucoup de gens en situation irrégulière qui prennent les emplois des Sud-Africains parce que justement, ils ne peuvent pas être syndiqués et c'est plus facile de les abuser, qui explique aussi pourquoi il y a hausse de criminalité, par exemple, dans la ville de Johannesburg. Donc, ces propos en disent beaucoup sur la rhétorique nationaliste véhiculée par les politiciens sud-africains, puisque au lieu d'envoyer des sympathies aux victimes des attaques xénophobes, ben, le maire préfère dériver l'attention sur les conditions de vie des Sud-Africains, surtout qu'on entend aussi souvent que, bien, si les dirigeants de l'Afrique étaient meilleurs, on n'aurait pas tout ce problème de demande d'asile ou encore de migrants qui viendraient invader notre territoire. Donc, moi, ma réflexion, c'est de dire, ben, quel est l'avenir pour les relations diplomatiques entre l'Afrique du Sud et le reste du continent? On a remarqué ces temps-ci qu'il y a une certaine tension parce que pour beaucoup de dirigeants des pays africains, ils blâment justement l'inertie du gouvernement sud-africain à agir pour la protection des étrangers sur son territoire. Il y en a même qui disaient que c'est mieux de boycotter, de ne pas aller en Afrique du Sud ou encore de boycotter ces compagnies. Donc, on voit vraiment qu'il y a une escalade de tension. Et c'est aussi à se demander, 25 ans plus tard, quel est l'héritage que Nelson Mandela a laissé à ses compatriotes en voyant la situation se dégrader au fil des années, sachant que la notion du panafricanisme et de la solidarité en Afrique du Sud demeure un rêve déchu? Mais, au moins, je pense que c'est important de mettre en lumière que la forte culture des droits humains, les discours de la Renaissance africaine, les nombreuses campagnes de solidarité contre la xénophobie, la venue des juges avant-gardistes et une constitution très progressiste nous montrent qu'il y a au moins un espoir à ce que les choses s'améliorent. Merci.